Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire apiculteurs dans les bottes d'un agriculteur, pardon, c'est la mise en route. Je suis Tiffaine Baudin, animatrice de l'ADA Bretagne et je suis la modératrice de la conférence en ligne d'aujourd'hui. Ce webinaire est organisé par la Chambre d'agriculture de Bretagne et l'ADA Bretagne dans le cadre du projet Survapi et financé par Ecofito. Ce webinaire apiculteur dans l'école d'un agriculteur est le troisième d'une série de 4 webinaires. Philippe Lanuzel, du coup, qui est salarié de la Chambre d'agriculture de Bretagne, et Bruno Dautefeuille, qui est agriculteur, seront les intervenants d'aujourd'hui. Et je les laisserai se présenter dans quelques minutes. Le webinaire va commencer par un rappel du plan Ecofito et de la réglementation actuelle, et nous aurons ensuite le témoignage de Bruno, qui est en production de céréales et légumes d'industrie, et nous finirons par une séquence de questions-réponses pendant 15 minutes pour répondre à vos questions. Je vais maintenant donner la parole à Philippe pour la première partie de cette intervention. Oui, bonjour. Du coup, excusez-moi pour le partage d'écran. J'espère que ça va bien se passer quand même. Peut-être que je peux essayer de reprendre la main quand même. Ça fonctionne. Bon. OK. Donc, avant de commencer et passer à la présentation de l'exploitation de Bruno Dautefeuille, je souhaitais faire un point sur le plan Ecofito et le contexte dans lequel se trouvent les exploitations agricoles aujourd'hui. Donc, sur le plan Ecofito 2008-2018, l'objectif de réduction de 50% des produits phyto n'a pas été atteint. Vous voyez en dessous la courbe de l'évolution des ventes au niveau national. Cet objectif est maintenu avec une échéance en 2025 et un renforcement du plan Ecofito avec le plan Ecofito 2+. Donc ça, c'est les chiffres nationaux et on a aussi les chiffres bretons que j'ai souhaité vous présenter puisque la DRAF vient de les communiquer. Vous avez deux graphiques ici. Donc le premier, la figure 1, c'est les ventes de substances actives, les quantités de substances actives. Donc on voit effectivement une tendance à la baisse. Alors le chiffre qui est annoncé entre les périodes de 2015-2017 et 2018-2020 est une baisse donc de 13%. Donc, c'est l'amorce d'une baisse. On n'est pas encore à l'objectif de 50%. Donc, c'est à renforcer. Par contre, sur le graphique numéro 2, vous voyez les substances actives les plus nocives, classées donc toxiques, très toxiques ou cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Qui, elle, diminue un peu plus fortement. Donc, on a une diminution de 28% entre les deux mêmes périodes. Donc, sachant que c'est des moyennes triennales qui sont faites pour éviter les effets années qui peuvent des fois être… En 2018, par exemple, était une année atypique. Donc, voilà. Et juste un dernier point sur ces substances nocives. Donc, s'il y a une baisse un peu plus importante, c'est aussi parce qu'il y a eu, depuis plusieurs années maintenant, un retrait des molécules les plus préoccupantes, donc tout simplement retirées du marché. Ces molécules classées CMR sont représentées par des fongicides à hauteur de 62%. Donc, c'est une grande catégorie quand même de produits qui sont dans le viseur aussi. Alors, du coup, comment… alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est en parallèle, on a une évolution des ventes de produits de biocontrôle qui augmente de 78% en Bretagne. Donc, les produits de biocontrôle qui peuvent être de plus en plus utilisés dans les exploitations, par exemple du soufre sur les céréales ou du spinosade pour lutter contre les topins. Alors, pour augmenter, renforcer cette
cette politique de baisse des phytos. Il y a tout un arsenal de mesures réglementaires qui ont été mises en place depuis quelques années, depuis la mise en place du plan Écophyto, suite au Grenelle de l'environnement. En particulier, donc, les agriculteurs doivent avoir un certificat phyto pour pouvoir acheter et utiliser des produits phytosanitaires sur leur exploitation. Il est valable 5 ans, c'est contrôlé. Voilà, sans certificat phyto, il n'y a pas de possibilité d'accéder aux produits. Donc la volonté, c'était bien d'avoir une professionnalisation de l'utilisation des produits phytosanitaires. Il y a des règles de pulvérisation que je ne vais pas lister, hein, mais qui sont très strictes. On n'utilise que des produits homologués, dans le respect de leur autorisation de mise sur le marché. On respecte les zones non traitées par rapport à l'eau, par rapport aux riverains, donc en cours de discussion actuellement. Des bandes enherbées doivent être mises en place le long des cours d'eau, d'une largeur de 5 mètres minimum. Il y a une réglementation concernant les abeilles, dont on parle voilà, aujourd'hui, concernant le vent, etc. aussi. Donc, tout ça, c'est encadré. Toutes les interventions réalisées dans les parcelles sont enregistrées dans un registre phytosanitaire qui est contrôlé également. Donc, l'agriculteur doit le tenir à disposition. Les machines, donc les pulvérisateurs, doivent être en bon état pour éviter les problèmes de pollution ponctuelle ou la mauvaise utilisation des produits. Donc, c'est tous les 3 ans. Ensuite, sur l'exploitation, il y a un local phytosanitaire qui sert à stocker tous les produits sous clé, de façon à ne pas avoir d'accidents ou de produits dangereux qui sont stockés sous le hangar. Donc, c'est bien dans un local phytosanitaire fermé à clé et identifié. Et 2 derniers points là, qui se rajoutent pour renforcer l'arsenal des mesures pour faire valoir un peu plus les techniques alternatives. C'est le conseil stratégique phytosanitaire. Donc, une obligation pour chaque agriculteur d'avoir 2 conseils stratégiques phytosanitaires sur 5 ans pour pouvoir renouveler son certificat. L'objectif de ce conseil stratégique, c'est de faire un diagnostic des pratiques phytosanitaires sur l'exploitation et de co-construire entre l'agriculteur et le conseiller un plan d'action en intégrant au maximum des mesures alternatives aux produits phyto. Quand c'est possible, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais au moins ça aura été présenté et testé par les agriculteurs. Donc, pour les mettre en mouvement, donc sont exemptés de ces CSP les exploitations en bio ou les exploitations certifiées HVE3, haute valeur environnementale. Et enfin, au niveau de la distribution, il y a également une incitation à proposer des techniques alternatives par les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Donc, il y a une liste de fiches qui donne droit à des CEPP qui existent. Voilà, donc dans ce contexte d'évolution des pratiques, je vais laisser la parole à Bruno d'Hautefeuille qui va nous se présenter et puis présenter son exploitation. Donc Bruno, tu peux activer ton micro et ta caméra pour qu'on te voit. Moi, je n'ai pas activé la mienne. Oui, bonjour à tous. Donc, comment est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton exploitation et nous dire ce qui a évolué dans ton système de culture depuis ton installation? Exactement, très bien. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Bruno d'Hautefeuille, je suis agriculteur à Remingol. Donc, Remingol, c'est une petite commune dans le centre Morbihan, entre Locminé et Pontivy. Donc, c'est une exploitation qui est uniquement en culture aujourd'hui. Voilà, céréales, légumes, industrie. J'ai quelques activités professionnelles à côté. Donc, je suis administrateur de la coopérative Eureden. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Eureden, c'est la coopérative qui vient de naître de la fusion de Dossi et de Triscalia. Je suis également élu à la Chambre d'agriculture. Sur l'exploitation, j'ai un assolement qui est assez diversifié, entre du blé, du maïs, du colza, des pois confitères, des épinards, des haricots. Et entre toutes ces cultures, on met des couverts qui peuvent contenir plein d'espèces, donc la facélie, de l'avoine, du tournesol, du sorgho, il peut en avoir d'autres. Et également la mise en place de quelques bandes de mellifères dans le cadre de la charte d'Aussy. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
L'exploitation est une exploitation qui est quand même relativement bocagère, comme vous le voyez sur la petite image que vous avez de l'exploitation. Donc, il y a encore beaucoup de bois et de talus. Là, sur l'exploitation, 13 km de. Depuis longtemps, je suis parti plutôt sur un système non labour. Alors, pas exclusif, parce qu'il y a des cultures, principalement les épinards, de temps en temps les haricots, où je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, ce qui veut dire que techniquement, je sais faire, mais par contre, lors de la récolte, si on a des résidus de culture en surface, on les récolte en même temps, les résidus de culture. On les retrouve dans les veines et c'est un cause de refus. De temps en temps, je suis tenu de labourer par obligation technique liée à la récolte. Voilà. Et ensuite, comment tu gères la culture dans le contexte de réduction des phytos qu'on vient de voir là, sur ton exploitation? Alors, je vais vous présenter là sur l'exploitation des modifications. Donc, je vais plus parler effectivement de réduction, enfin, d'aménagement de produits phytosanitaires par rapport à l'aménagement du territoire. Mais de temps en temps, les deux se rejoignent. Donc, je vais prendre l'exemple d'une culture de pois, du pois conserve. Donc, je fais des pois conserve sur l'exploitation. C'est une culture qui se sème généralement mars-avril jusqu'au début mai et que l'on récolte de fin juin à fin juillet. Auparavant, après cette culture de pois, je mettais une culture de blé donc qui va se semer au mois de novembre. Et entre les deux, je ne faisais rien puisqu'il n'y avait pas le temps de faire une culture qui va arriver à maturité. Alors aujourd'hui, je fais un petit peu différemment. Je sème des couverts. Donc là, vous avez un exemple sur la photo. Donc, il y a du tournesol, du sorgho du Niger. Cette culture-là va être semée donc après les pois, donc début juillet. Et elle va être récoltée quand même, mais immature. Hein. Elle va chez un voisin qui fait de la méthanisation. Parce que cette culture-là n'a pas le temps d'arriver à maturité. Le délai est trop court. Elle Bruno, part en méthanisation. je te coupe 2 minutes. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Parce qu'apparemment, on n'entend pas très bien. Très bien. Je vais parler un peu plus fort. Merci. Donc, cette culture-là, elle occupe l'espace pendant l'été. Alors, quels avantages? Alors, l'avantage, il y a plusieurs niveaux. Il est d'abord pour le sol, donc création de biomasse. Il y a une partie qui est récoltée. Il y a une partie qui va rester dans le sol, hein, toute la biomasse racinaire. Elle fait aussi, pour les abeilles, hein, merci Philippe, un beau. On voit régulièrement des abeilles sur cette culture, donc principalement les tournesols. On voit que même si elle est relativement tard dans la saison, ça fleurit au mois de septembre, ça peut permettre aux abeilles de trouver leur nourriture à un moment donné. Et un avantage aussi d'un point de vue phytosanitaire, c'est que comme la parcelle va être occupée, utilisée pendant ce temps-là, elle va rester propre. Et donc, avant de semer la culture de céréales, je n'ai pas besoin de faire un désherbage, comme je pouvais le faire avant. Voilà un exemple. Autre exemple qui a été modifié. Alors, effectivement, on va reprendre l'image de droite. J'ai omis de le dire au départ. J'ai un apiculteur qui met ses ruches à la maison. C'est un semi-professionnel ou un amateur averti, comme on veut. Donc, depuis, ça va faire 4 ans maintenant. Sa présence est liée au fait aussi une charte d'OSSI qu'on a mis en place dans le cadre de la coopérative avec les légumes, dans lequel on a essayé de créer des partenariats avec des apiculteurs dans le but de mieux se connaître, de mieux connaître les pratiques des uns et des autres, et aussi de montrer que les deux types d'élevage, hein, l'élevage apiculteur et la culture à côté, peuvent très bien vivre ensemble. Voilà, donc, et la relation avec l'apiculteur se passe très bien. Si tu peux revenir à la diapo d'avant, s'il te plaît. Voilà. Et sur la partie de gauche, il y a une bande mellifère qui est mise en place. Dans le cadre de cette charte, on a mis effectivement des bandes mellifères, comme vous pouvez voir sur la photo. Diapo suivante. Là, je vais prendre une itinéraire d'une culture qui utilisait beaucoup d'insecticides. Qui aujourd'hui n'en utilise plus. Et je vais vous montrer par quel biais on y est arrivé. C'est le colza. Le colza qui est une culture qui attire beaucoup les abeilles.
Sur la photo là, vous avez le colza. Donc le colza, c'est les plus grosses feuilles. On le sème aujourd'hui sur l'exploitation avec deux types de plantes. Du trèfle, hein, le gros trèfle que vous voyez là, qui est le trèfle d'Alexandrie, et un autre trèfle que l'on ne voit pas, un trèfle blanc qui, lui, apparaîtra uniquement après la récolte. Donc, quel est l'avantage? Alors, les avantages sont de deux types. C'est que le trèfle va se développer en même temps que le colza et il va occuper l'espace. Donc, grâce à la présence de trèfle, on ne désherbe plus les colzas. On peut faire un désherbage contre les graminées, donc sur les repousses de blé. Tout ce qui est dicote, c'est un désherbage qui a été supprimé. Voilà. Et autre avantage de la présence du trèfle, c'est qu'à l'automne, on a des insectes qu'on appelle les eltises, qui sont des petits insectes piqueurs noirs qui ont tendance à détruire les cultures de colza. Et donc, la présence du trèfle avec le colza perturbe ces eltises. Et donc, grâce à ça et grâce aussi à une date de semis un peu plus précoce, on a supprimé l'insecticide qui se faisait à l'automne. Voilà, diapo suivante. Là, on arrive au printemps. Donc, au printemps, on a un insecte qui était un ravageur du colza. On appelle les méliguettes. On le voit sur la photo de droite là. Et les petits insectes noirs qu'on a sur les fleurs. Alors, cet insecte-là, il a une particularité. Lorsque le colza est en bourgeon, comme sur la photo de gauche, le méliguette, il rentre dans le bourgeon et il mange la fleur. Donc, c'est un prédateur du colza. Par contre, un peu plus tard dans la saison, lorsque le colza est en fleur, les méliguettes ne sont plus nocifs pour le colza, sont même bénéfiques, puisqu'ils aident à la pollinisation du colza. Donc, usuellement, sur l'exploitation, on faisait un insecticide au stade de floraison pour lutter contre les méliguettes, qui peuvent faire des dégâts importants. Il a été trouvé une autre technique aujourd'hui, voilà, qu'on va voir sur la diapo suivante. Donc, on mélange avec une variété qui est très précoce. Donc, sur la photo, là, vous voyez donc, du colza qui va arriver au stade bourgeon, donc au stade sensible. Et on a semé en même temps que le colza, hein, à l'automne, on a semé une variété qui est beaucoup plus précoce. Cette variété-là va fleurir avant le colza, avant la culture qu'on va récolter. Donc, l'objectif, c'est que les méliguettes, elles sont attirées par le jaune et par les fleurs. Et donc, lorsque le colza est au stade sensible, plutôt que de faire des dégâts sur le colza, elles vont aller sur les fleurs. Et dans ce cas-là, effectivement, depuis ce temps-là, nous n'avons plus besoin de faire d'insecticides au printemps. Voilà. Et sur une méthode qui est simple, facile à mettre en œuvre, qui n'est pas coûteuse. Donc, c'est un bel exemple de méthode agroécologique. Voilà pour le colza. Les autres méthodes qui peuvent être mises en place. Donc, c'est effectivement tout ce qui concerne le désherbage mécanique. Je ne vais pas être exhaustif, là, je vais juste montrer 2 ou 3 diapositives. Donc là, on a un outil qui s'appelait EcoMulch, que je n'ai pas sur l'exploitation, hein, que je vais montrer là pour dire qu'on essaye, on recherche. C'est un outil qui est prototype, qui n'est pas vraiment sorti sur le marché. L'objectif, c'était de scalper, de détruire des couverts, donc de scalper la terre, de détruire toutes les plantes avant le semis. On s'est aperçu que, eh bien, avec des résultats qui ne sont pas exceptionnels, ni en résultats techniques, ni en termes de rendement de chantier. Alors, par contre, ce qui est plus utilisé sur l'exploitation, donc diapo suivante, c'est une hersétrie, que je n'ai pas en propriété chez l'exploitation non plus, mais que l'OP Légumes, donc l'organisation de producteurs, investit dans plusieurs herses, et met à disposition des adhérents, qui leur permet de désherber les parcelles de légumes, donc les pois, les haricots, les épinards. On n'arrive pas à faire uniquement du désherbage mécanique, mais on arrive fréquemment à supprimer ou à remplacer un désherbage avec cette technique. Et voilà, diapositive suivante. Donc là, je voulais donner un petit peu… la photo que vous avez, c'est un pulvérisateur, qui est un prototype qui n'existe pas sur le marché.
Vous avez la cuve à eau qui est sur le devant du tracteur. Et derrière, c'est un pulvérisateur avec une rampe on a des bus tous les 5 cm et on a des caméras optiques qui repèrent les mauvaises herbes et donc qui vont désherber uniquement sur la mauvaise herbe. Au lieu de traiter l'ensemble de la parcelle, on traite uniquement la mauvaise herbe. Ou alors, si c'est un fongicide, on peut faire uniquement le rang et non pas l'ensemble de la parcelle. Donc, cette photo pour vous montrer qu'on va avoir de plus en plus de nouvelles technologies qui vont arriver. Alors là, c'est une technologie numérique de reconnaissance de plantes qui vont nous aider, nous les agriculteurs, à remplacer ou à diminuer fortement les produits phytosanitaires. Il va nous falloir nous laisser un peu de temps, puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain. On y travaille, c'est des choses qui vont se faire, des choses qui aujourd'hui, d'un point de vue technique, ne sont pas encore 100% opérationnelles. Ça peut venir très vite. Dans 2-3 ans, je pense que la technologie sera totalement éprouvée. Et je voulais revenir sur un point que Philippe, que tu as évoqué au départ. Effectivement, on a aussi des produits de biocontrôle qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est que des produits de biocontrôle? Ce sont des produits phytosanitaires, mais qui sont naturels. On l'utilise sur la culture de haricots. On appelle nous le contence. Donc, le contence, c'est un petit champignon qui est prédateur d'un autre champignon, le sclérotinia, qui est dans les sols. Et dommageable au haricot, ce qui provoque la pourriture du haricot. Et donc, avec un peu de technologie, que ce soit technologie en matériel, technologie aussi en nouvelles recherches sur des nouveaux produits de biocontrôle, et aussi avec des nouvelles méthodes agroécologiques, comme on a pu le voir sur le colza, on va pouvoir effectivement, et dans le temps, et pas toujours à l'instant T, diminuer fortement les produits phytosanitaires. Voilà pour la présentation que je voulais vous faire. Bien, merci Bruno pour ton témoignage. Ça illustre effectivement très bien l'évolution des pratiques qui est attendue aussi par des attentes sociétales assez fortes. Tu as montré ce qui fonctionne sur ton exploitation actuellement. Il y a aussi des choses qui, pour l'instant, sont à l'état de recherche. Donc, ça reste difficile sans les solutions chimiques. On n'a pas la solution à tout, en tout cas pour l'instant. Mais dans les solutions qui fonctionnent et par rapport au sujet d'aujourd'hui, on peut quand même souligner les couverts en interculture. Donc, on avait vu dans le premier webinaire qui sont bénéfiques aux abeilles. Mais aussi, ce qui est intéressant, ce que tu as cité chez toi dans le cadre de la charte d'Ausy, les jachères, ou les bandes mellifères qui sont mises en place, même sur des petites surfaces. C'est très intéressant pour les abeilles également. Alors, le métier d'agriculteur évolue et les perspectives pour les prochaines années s'ouvrent avec du matériel innovant, comme tu viens de le présenter sur la dernière diapo. Là. Voilà, donc on suit l'évolution des techniques. Pour le moment, même s'il n'y a pas de réponse à tout, le progrès est en marche, on va dire. Et les produits phyto sont pas forcément la solution à tout. C'est vers ça qu'on essaye de tendre. Donc, très bien pour ce témoignage. Maintenant, on pourra passer peut-être à une séance un peu plus ouverte avec des questions et réponses. Donc, je ne sais pas, Tiffany, s'il y a… Oui, merci Philippe et Bruno pour l'intervention. Peut-être laisser allumer vos webcams tous les deux sur les questions que vous vous êtes adressées. C'est sympa si on vous voit aussi. Donc, ça nous permet de voir comment les différents leviers sont utilisés pour gérer les cultures dans un contexte qui est quand même très encadré. Tu l'as bien rappelé, Philippe, concernant la protection des cultures. Donc, je rappelle aux participants que vous pouvez donc poser vos questions ou laisser des commentaires dans l'onglet questions-réponses. On va avoir une première question sur les contrôles. Comment ça se passe un contrôle? À quelle fréquence est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce qu'on peut avoir peut-être vos deux témoignages, à la fois un témoignage d'agriculteur qui a peut-être été confronté à des contrôles et ton témoignage, Philippe? Oui.
Je peux commencer. Après, moi, c'est vrai qu'en tant que conseiller, je vois des agriculteurs qui ont effectivement eu des contrôles. Alors, c'est un échantillon, en fait, d'agriculteurs qui est contrôlé, mais tout le monde, potentiellement, peut être contrôlé et devrait être contrôlé. Donc, ce n'est pas forcément tous les ans, même si certains ont l'impression que ça revient souvent chez eux. Il y a différents contrôles, en fait, qui sont réalisés par l'administration sur différents points réglementaires, beaucoup sur la fertilisation dans le cadre de la directive nitrate et également sur les bonnes pratiques pour l'utilisation des produits phytosanitaires, vu qu'il y a des aides qui sont liées au respect de ces points-là. Donc, c'est contrôlé, comme je vous le disais pendant la présentation. Donc, comment ça se passe? L'agriculteur est prévenu à l'avance. Il y a un petit délai à l'avance. Il doit accepter le contrôle. Je pense qu'il peut le refuser une fois, mais reporter la date. Il peut y avoir des imprévus ou des impératifs sur l'exploitation. Et sinon, les documents exigibles ont été cités. Le registre phytosanitaire doit être présenté et à jour. C'est ça qui sert de support au contrôle. Il y a une visite du local phytosanitaire, vérification du matériel également, et l'état des stocks de produits phytosanitaires est contrôlé, à partir aussi des achats réalisés par l'agriculteur. Voilà ce que je peux en dire. Donc, tout ça, c'est recoupé. Alors, Bruno, peut-être que tu as plus d'éléments. Oui, je peux compléter. Donc, effectivement, là, tu as parlé des contrôles de la part de l'administration. Donc, très bien, tu as été complet. On a aussi des contrôles internes. C'est-à-dire que dans notre coopérative, avant de livrer les légumes, il faut envoyer une fiche traçabilité en indiquant l'ensemble des interventions que l'on a pu faire. Et donc, il y a donc, à l'usine, de la part de l'usine, mais aussi parfois d'événements personnes extérieures, telles que les douanes, qui viennent prendre des échantillons et qui font des analyses dessus, de résidus phytosanitaires, voir si ça correspond bien. Ça, c'est des contrôles qui sont aussi internes. Et puis, dans le cadre de la charte dossier également, on est contrôlé aussi sur différents éléments, non pas par l'administration, mais par la coopérative à laquelle on adhère. D'accord. Juste compléter ça. Merci. On a ensuite deux réactions là, par rapport à la culture colza-trèfle qui séduit, on a un bravo aussi. Deux questions en fait par rapport à ça. Est-ce que ça peut être la solution aux troubles mielés de mec que peuvent connaître les apiculteurs? Si oui, ce serait à généraliser. Et l'autre question en fait qui revient justement un peu à cette thématique de la généralisation, c'est est-ce qu'il s'agit seulement d'initiatives ponctuelles ou est-ce que vraiment, notamment chez les adhérents de Reden, c'est quelque chose qui se met en place à grande échelle? Bon, alors je vais pouvoir répondre à la question et Philippe, tu compléteras si nécessaire. Alors, est-ce que ça peut être une solution à la de mieler si ça tombe, si la floraison du colza tombe en même temps, oui, pourquoi pas. Parce que le trèfle d'Alexandrie, oui, alors je n'ai pas tout dit, donc lui, il va geler pendant l'hiver. Il va geler pendant l'hiver pour ne pas. Et le colza, après, va prendre le dessus. Par contre, après la récolte, c'est l'autre type de trèfle, le trèfle blanc, qui va prendre le relais. Effectivement, ça peut compléter la nourriture quand même de façon plus importante. Et est-ce que c'est une pratique qui est mise en avant? Alors, tout le monde ne la pratique pas, c'est vrai. Elle est mise en avant au niveau des chambres, mais également au niveau de Reden, puisque dans la plaquette que l'on donne aux agriculteurs, donc tous les agriculteurs qui sèment du colza ont une plaquette avec différentes variétés, techniques, et donc cette technique de plante campagne est bien indiquée sur la plaquette. Donc en fait, tous les agriculteurs ont l'information. Certains le font, d'autres ne le font pas encore. Et moi, tu as parfaitement répondu pour le trou de mielé. Mais par rapport à cette technique, il y a quelques années, effectivement, c'était une idée et puis des tests. Aujourd'hui, on peut au moins signaler qu'il y a des mélanges qui sont proposés directement chez les distributeurs, donc des variétés qui sont de colza qui sont assemées par l'agriculteur avec une dose en plus de cette variété précoce, souvent ES Alicia,
ce qui ne se faisait pas forcément avant, il fallait demander, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accéder à cette technique. Donc oui, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment dans les campagnes. Alors, ça suscite beaucoup de questions, du coup, cette nouvelle technique. Peut-être justement sur une question, comment se passe l'évangélisation, entre guillemets, de pratiques agroécologiques auprès des agriculteurs, pour préciser peut-être, en fait, comment est-ce que ces initiatives-là, elles peuvent motiver des agriculteurs moins intéressés, a priori. Comment est-ce que vous pouvez donner envie, en fait, à des agriculteurs de généraliser justement ces pratiques-là? Eh bien, peut-être que la première chose pour donner envie, c'est l'agriculteur de lui dire qu'il va gagner plus et qu'il va travailler moins. Généralement, ça va l'intéresser tout de suite. En plus c'est la réalité. Il y a moins de passage de désherbants et d'insecticides, donc moins de travail pour l'agriculteur, et donc un gain économique qui va revenir tout de suite pour lui. Donc ça, c'est typiquement une technique qui devrait se répandre assez rapidement. Ça fait depuis 2 ans que ça commence à se développer de façon plus importante. Auparavant, c'était encore en test. Je pense que ça va prendre quand même une place importante. C'est peut-être le premier aspect, l'aspect peut-être économique direct de l'agriculteur, et en plus, euh, valorisation qui peut se faire dans le cadre de critères HVE, où ça fait partie du cahier des charges de limiter l'ensemble des produits phytosanitaires. Ok, merci. Et puis peut-être pour finir sur cette partie très spécifique, l'association colza-trèfle, une question très technique. Quelle dose de trèfle et quelle dose de colza au moment du semis? Alors, le trèfle, c'est à peu près 8 kg de trèfle d'Alexandrie, 2 kg de trèfle blanc. Et, alors, le colza, généralement, c'est autour d'1,5 kg. Généralement, on raisonne plus en fonction du poids de 1000 grains, le nombre de plantes que l'on veut mettre, autour de 30 grains par mètre carré, qui correspond généralement à 1,5 kg. Ok, merci pour ces précisions. Par rapport à l'initiative que tu nous as présentée, Bruno, avec le nouveau pulvérisateur, qui est une nouvelle technique, en fait, justement, quels sont les aspects économiques de ces nouvelles techniques, des nouveaux produits, et à quel prix ça coûte, est-ce que ça peut devenir accessible rapidement à tout le monde, et quel temps de travail par rapport aux pratiques plus conventionnelles de traitement? Alors ça, c'est une bonne question. Donc là, en termes de nouvelles pulvérisations, donc il y a l'appareil que j'ai présenté là, qui est le plus précis. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix à cet appareil. Hein. C'est des prototypes. On n'a pas de prix. On sait que ça va être élevé. Ce qui est quand même très probable, c'est que ce ne soit plus accessible au niveau d'une seule exploitation. Les coûts et la maintenance, la technicité sans doute pour l'utiliser va être telle qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Ça pourrait être la coopérative qui investit, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des CUMA, ça peut être un regroupement d'agriculteurs, mais effectivement, pour tous ces appareils, ça va demander une nouvelle organisation de propriété. Ok, merci. Et par rapport juste au temps de travail pour toi, si tu vas utiliser cet outil? Alors, au temps de travail, effectivement, ça va plutôt rallonger le temps de travail. Hein. Mais je pense que les outils, si pas qu'ils seront plus performants, enfin techniquement, on pourra agrandir la largeur des rampes, aller sans doute jusqu'à 12 mètres. Et dans ce cas-là, le temps de travail deviendra négligeable. Okay. C'est vraiment la problématique aujourd'hui, c'est le problème de la technique qui n'est pas encore vraiment éprouvé. Et puis après, ça va être le prix de ces appareils. Comment est-ce qu'on va les mettre dans les campagnes? Comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Oui, finalement, comme toute nouvelle technologie, en fait, c'est un processus assez classique.
Merci Exactement. pour la vision, en tout cas. Une autre question concernant les mélanges mellifères. Comment est-ce qu'on définit les mélanges? Comment est-ce qu'on choisit les espèces à mettre dans le mélange? Et où est-ce que tu t'approvisionnes, toi en l'occurrence? Alors, je vais répondre, mais comme je ne suis pas, et après je serai Philippe compléter. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste des différentes plantes mellifères, donc je fais confiance. C'est-à-dire que j'achète auprès de ma coopérative des mélanges mellifères qui sont tout prêts. On a le choix de différents mélanges, donc je choisis parmi ces différentes plantes-là, mais alors c'est vrai on en a plusieurs, hein, donc régulièrement de la facélie, du noir, du trèfle, et plein d'autres espèces, y compris des espèces fleuries, hein, de ce qu'on appelle un mélange cosmos, donc qui sont plein de fleurs différentes. Ça peut être joli, ça peut être bien pour les abeilles, mais ça peut être joli aussi pour nous, les hommes. Hein, on a le droit de faire les deux. Et donc là, sur cette partie mélange fleurs, je suis un peu moins compétent pour répondre. Donc, ouais, moi, je peux compléter juste en disant qu'effectivement, par rapport au premier webinaire qu'on a fait, il y a des espèces dont on sait qu'elles sont très intéressantes d'un point de vue nectar ou pollen, et que la sélection qui est faite par les semenciers et qui proposent ce type de mélange est basée sur ces critères-là. Et donc après, les coopératives, hein, dont Reden, ont dans leur gamme effectivement des mélanges tout faits qui sont assemés en fonction de l'objectif que l'agriculteur peut avoir, soit une bande mellifère qui va avoir une floraison étalée dans le temps. Donc c'est comme ça aussi qu'on fait des associations de différentes espèces intéressantes, c'est quand elles vont fleurir à différents moments pour étaler la production de ressources pour les abeilles. Soit ça va être voilà, un laps de temps plus court avec des floraisons peut-être plus intenses et tout en même temps qui vont avoir un aspect intéressant à un moment donné pour les abeilles. Et puis aussi, comme tu disais Bruno, un côté agréable et une communication positive aussi pour l'agriculture. Donc voilà, après, c'est vrai que ces mélanges existent et sont préparés par les semenciers. Donc j'ai contacté Reden il n'y a pas très longtemps là, et j'ai eu 2 exemples de mélanges à disposition des agriculteurs. Donc voilà, le plus simple, c'est de passer par les distributeurs. Ok, merci pour les précisions. Et puis, un peu dans la même idée que tout à l'heure, sur le mélange trèfle-colza, on se demandait comment est-ce qu'on peut essayer de généraliser ces pratiques. On a une question là, quelle stratégie adopter pour convaincre les agris, enfin le plus grand nombre en tout cas, de semer des bandes mellifères? Quel argument on peut leur dire en fait pour les inciter à le faire? Eh bien, alors les arguments, alors il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est quand même la satisfaction de participer à la préservation des abeilles. Voilà, c'est peut-être quand même le premier argument. Cette participation-là, on peut aussi la valoriser. Je vois dans le cadre de la charte d'OSI qui a été mise en place. Donc, on peut avoir une petite plus-value lorsque lorsqu'on rentre dans cette charte avec des bandes enherbées. On peut aussi avoir la satisfaction d'avoir une reconnaissance de cette charte ou de la charte HVE, par exemple, sur un panneau d'exploitation. C'est quand même toujours sympathique de pouvoir montrer aux apiculteurs, mais aussi à l'ensemble des citoyens que l'on prend le sujet à bras-le-corps et qu'on s'investit pour trouver des solutions, préserver par la même occasion les abeilles. Ok, merci. Alors, il est 11h11. On va encore prendre peut-être 2 questions avant de conclure. Une première, lorsqu'on a des années difficiles au niveau météo, notamment cette année avec un printemps froid et dans certains secteurs des dégâts mouches sur le maïs, n'y a-t-il pas un risque de voir les agris traités massivement l'an prochain pour éviter ces dégâts et donc potentiellement une recrudescence de l'utilisation de produits phyto?
Eh bien, sur la mouche du maïs, donc effectivement, c'est un gros souci, hein, la mouche sur le maïs, comme sur la culture de haricots verts. Aujourd'hui, on ne va pas traiter puisqu'en fait, on n'a plus rien pour le faire. On subit les dégâts. Voilà, donc on ne risque pas de le faire. Sur maïs, on teste une méthode qui n'est pas parfaite, mais qui a quelques intérêts, c'est de semer du blé avec le maïs. Voilà, dans l'objectif de lutter contre la mouche, aussi pour perturber les mouches. Donc les mouches, elles attaquent bien la parcelle, elles piquent, elles pondent dans le maïs, mais aussi dans le blé. Alors, comme le blé est beaucoup plus nombreux, en fait, ça dilue les dégâts. Et donc les dégâts deviennent supportables pour le maïs. C'est une méthode qui semble, on regarde, qui semble fonctionner à peu près, hein, c'est jamais du 100%. L'inconvénient après, c'est de détruire le blé qu'on a semé dans le maïs. Là, c'est moins facile. Sur la culture de haricots, aujourd'hui, ce point-là est une vraie problématique. Hein, on n'a pas de solution. Et sur le maïs, j'en profite pour souligner que c'est une technique aussi qui est utilisée, testée en tous les cas, pour lutter contre le taupin. Un peu la même idée, on n'a pas beaucoup de solutions de traitement contre le taupin, puisqu'il y a eu des retraits de produits. Et le fait de mettre du blé, une céréale dans le maïs, apporte effectivement de la nourriture à ces taupins qui vont aller moins attaquer le maïs pendant la phase sensible. Et donc, on fait le pari que le maïs aura le temps de se développer assez rapidement pour éviter les dégâts. Donc voilà, c'est ce type de solutions qui sont mises en œuvre pour différents ravageurs en l'absence des produits phyto, avec des difficultés, puis des réussites, mais aussi certaines années des échecs. Hein. Voilà, effectivement, il y a des pressions ravageurs assez importantes dans les cultures. Merci. Et puis, pour conclure, alors c'est peut-être un peu en dehors des cultures que tu peux faire, Bruno. Du coup, une question d'un apiculteur. Quid des couverts interrants dans les cultures, mais aussi en arboriculture? Est-ce que vous en parlez dans les fermes, dans le cadre d'échanges entre agriculteurs, par exemple, et sur les trèfles qu'on pourrait mettre en interrant dans le maïs? Alors, je vais commencer à répondre. Alors, toute la partie arboriculture, je ne suis pas très compétent, donc je préfère me taire que de dire des bêtises. Hein. Voilà, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Autrement, alors, dans le trèfle, dans le maïs, en fait, la question de couvert permanent et de semi-direct dans les couverts, ça, c'est une question que je regarde sur l'exploitation. Beaucoup de monde regarde, qui est essayée quand même, hein, un petit peu, par beaucoup d'acteurs au jour d'aujourd'hui, avec parfois des solutions, parfois quelques problèmes aussi qui apparaissent. Tout n'est pas simple. Mais ce sont des pratiques qui se développent et qui répondent à certaines, qui peuvent apporter des solutions. Ok, merci. Le temps imparti du coup pour notre webinaire est presque écoulé. Merci Bruno pour ton témoignage et tes réponses très précises aux questions. Un petit mot aussi donc, pour remercier les agriculteurs et les apiculteurs qui ont participé au projet depuis le début, notamment à l'apiculteur Camille Siruche à disposition et à la grille qui les a accueillis. Merci aux collègues aussi qui nous ont aidés à organiser ce webinaire. Pour nous aider à améliorer le prochain webinaire, on vous fait parvenir le lien à l'enquête de satisfaction qui figure dans la question-réponse que je viens de diffuser. Il vous sera également envoyé par mail en suivant la visio. Le lien vers le replay, donc l'enregistrement du webinaire sera bientôt disponible, il vous sera communiqué par mail. Et pour aller plus loin, on vous invite bien sûr à participer au prochain webinaire qui sera aussi le dernier. On vous donne rendez-vous mardi prochain à 10h30 pour le thème produits de traitement, que trouve-t-on dans les ruches? Et bien sûr, Philippe et moi, nous nous tenons disponibles si besoin. Voilà, au nom de l'équipe d'organisation de cette conférence, je vous remercie de votre participation et puis je vous souhaite une bonne journée.